Bonjour, bon après-midi, bonsoir à tous les participants, où que vous soyez. Bienvenue à ce webinaire sur la gestion durable des eaux souterraines co-organisé par l'Institut général de planification et de conception des ressources en eau du ministère chinois des eaux, le Centre de recherche agricole de l'Académie chinoise des sciences et la direction du développement et de la coopération SUS. Je m'appelle Liang Wang du bureau DDC en Chine et je vais assurer la modération avec le professeur Jiang Jing du Centre de recherche agricole et M. Jean William de Geneva Water Hub. Nous savons que 2022 est l'année qui met en relief la question, la problématique des eaux souterraines. Et les Nations Unies ont annoncé comme l'année, a lancé un rapport sur rendre l'invisible visible à Dakar, au Sénégal. Et donc, les décideurs et les praticiens en la matière vont se réunir à Paris pour le sommet mondial sur les eaux souterraines. 2022, c'est également l'année du projet phare du projet sino-chinois qui arrive à son terme après 8 années de collaboration. Nous sommes donc très heureux d'organiser ce séminaire en ce moment précis. Et on sait aussi que la COP 27 se tient actuellement en Égypte. Vous avez deux orateurs chinois. En plus, nous avons invité d'éminents intervenants, des experts en matière d'eau souterraine. Et tout d'abord, je voudrais inviter notre conseillère, Nadia Binani, qui est chef de la direction du développement et de la coopération suisse. La conseillère a eu son diplôme à l'EPFL. Elle est venue pour la première fois en Chine et elle était conseillère en matière de politique pour la réduction des risques de catastrophes et était aussi conseillère principale pour le programme mondial de l'eau. S'il vous plaît, Madame la conseillère Nadia, vous avez la parole. Merci Lia. Bonjour mesdames et messieurs, chers collègues. Très heureuse d'être ce matin, cet après-midi, ce soir avec vous. Nous sommes très heureux de vous accueillir à Pékin. J'espère la prochaine fois physiquement. Nos portes seront, je l'espère, ouvertes très prochainement. Donc le séminaire d'aujourd'hui sur la gestion durable des aquifères. D'une part, résume 8 années de coopération entre la Chine et la Suisse dans le domaine de la gestion durable des aquifères, mais d'autre part, vise à partager les expériences de gestion sous la forme d'un voyage qui nous amènera dans les eaux souterraines, souvent qualifiées d'invisibles. Ainsi, nous irons virtuellement dans les plaines du nord de la Chine, vers la région de l'Afrique de l'Ouest, le Vietnam, l'Inde, les bords du lac Léman et le Chili. Ce partage de savoir vient au niveau donc, national, aussi des expériences au niveau régional et mondial. Chaque niveau s'alimentant mutuellement de ce transfert de connaissances. Ce séminaire marque ainsi la clôture de plus de 8 années de coopération sino-suisse sur la réhabilitation et la gestion des aquifères en déplétion de la plaine du nord de la Chine, aquifères à cheval entre les 4 provinces de Hebei, Henan, Shandong, Shanxi. Et je remercie vivement le professeur Yan Jun pour sa collaboration et la modération de cette session aujourd'hui. C'est un projet fascinant, très innovant en termes de modélisation par proxy de l'extraction de l'eau. Les outils et les instruments développés permettent de mieux comprendre quels sont les possibles leviers d'action et politiques de tarification qui influenceraient les agriculteurs qui sont au cœur des discussions dans leur pratique.
Le professeur Lili Yu et le professeur Tianmei Luo nous dévoileront les résultats de cette collaboration. Je les remercie très chaleureusement. La coopération suisse est active en Chine depuis 2009 dans le domaine du changement climatique. Sur la question de la gestion durable de l'eau, par exemple, la collaboration s'est faite étroitement avec le ministère des Ressources en eau sur un large éventail de sujets. La gestion intégrée de l'eau, notamment en collaborant avec la commission de la rivière Yangtze, la planification durable des ressources hydriques dans la ville de Lijiang, l'installation d'un système de gestion des risques d'inondation sur la rivière Yarkand à plus de 6000 mètres d'altitude. Et je crois d'ailleurs que vous voyez la photo derrière moi où le système a été installé avec des équipements amenés à dos de chameaux à travers les chaînes de montagne. Et la Chine a bénéficié aussi d'un transfert de connaissances suisses en matière de sécurité des barrages. Donc, la Suisse s'engage effectivement depuis des décennies à travers sa coopération internationale pour la sécurité hydrique mondiale, socle incontestable de toute société pour sa lutte contre la pauvreté et pour son développement. Elle est active dans plusieurs pays pour accélérer la mise en œuvre de l'objectif des Nations Unies numéro 6 du développement durable, les SDG ODD. Considérée comme le château d'eau de l'Europe, la Suisse a elle-même souffert de la surexploitation des aquifères, comme vous le présentera Dr Los Cobos de l'État de Genève, que je remercie d'ailleurs très chaleureusement pour sa présence aujourd'hui. Il nous présentera comment un cadre s'est mis en place avec la France afin de gérer l'aquifère transfrontalier d'une manière durable depuis maintenant plus de 40 ans. Mais vous me corrigerez, Gabriel, sur ce point. La gestion durable des aquifères est délicate et nécessite un dialogue étroit entre différents secteurs, environnement, agricole, industriel, planification territoriale. Un partage des connaissances et des bonnes pratiques peut justement accélérer la sécurité hydrique à travers le monde. Et c'est dans cet esprit que ce webinaire nous lie tous aujourd'hui. La région de l'Afrique de l'Ouest nous montre que cette gestion est possible aussi au niveau régional, les ressources en eau allant au-delà des frontières. Je suis très heureuse d'accueillir le secrétaire général, M. Ndao, que j'ai eu le plaisir, l'honneur de rencontrer aussi il y a quelques années. Vous allez être passionné par son histoire. Le Sénégal vient d'accueillir le Forum mondial de l'eau cette année. Mais la région a aussi depuis plusieurs années reçu des délégations du monde entier, notamment d'Asie centrale, pour présenter son travail de gestion intégrée des ressources en eau à grande échelle et à travers notamment son nouveau centre régional dédié qui s'appelle le Pôle Eau Dakar. Je voulais remercier également M. Dia de l'ambassade du Sénégal qui est à côté de moi, mais je suis en train de manipuler très mal l'ordinateur à Pékin pour votre présence aujourd'hui. Merci beaucoup pour être là aujourd'hui avec nous au séminaire et aussi pour le leadership de votre pays sur les questions de sécurité hydrique. Merci beaucoup. Merci. Enfin, au niveau global, la Suisse collabore également avec des institutions internationales opérant comme connecteurs entre les différents acteurs, les scientifiques, les décideurs et entre les pays. Merci au professeur Paul Palevich pour cette intense collaboration, notamment IWMI, de International Water Management Institute. Nous aurons aussi la présence du Geneva Water Hub, représenté aujourd'hui par Jean Villemain, qui travaille à créer des espaces d'échange très innovants entre les différents acteurs dans plusieurs régions du monde. Et bien sûr, un autre actrice incontestable, l'UNESCO, dans la gestion des aquifères, représenté aujourd'hui par un de leurs instituts dédiés au sujet, c'est le International Groundwater Resource Assessment Center, et sera représenté par sa directrice, Elisabeth Lichtewut, avec qui nous voyagerons au Chili.
Et à l'heure de la COP 27, nous ne pouvons que, bien sûr, nous rappeler d'une phrase de James Bruce, qui était un météorologue et qui est un climatologue canadien, et qui avait dit, si le changement climatique est un requin, alors l'eau en est les dents. Voilà, je vous souhaite un bon voyage ce matin, cet après-midi, un bon voyage virtuel dans l'invisible pour ces prochaines 2 heures et quelques avec nous. Je vous remercie. Thanks, Nadia, for this very delightful and interesting speech. So I think the participants might already can't wait to start the journey with our speakers today. That is so valuable, really, under the COVID-19 situation at this moment. So let's start the journey together now. Donc, nous allons maintenant commencer notre voyage ensemble. Donc, je vous présente tout d'abord notre premier intervenant aujourd'hui, le professeur Paul Pavelic, chercheur senior de l'Institut international de gestion de l'eau. Paul a donc participé à plusieurs projets dans le contexte des eaux souterraines dans plusieurs régions du monde, en Afrique et en Asie par exemple. Paul, c'est à vous. Merci Léane. J'espère que vous me voyez tous à l'écran et que vous m'entendez. Permettez-moi de partager mon écran. Est-ce que vous voyez la présentation? Oui, partagez votre écran s'il vous plaît, Paul. Nous ne le voyons pas encore. Ah voilà, votre écran va apparaître. Parfait, merci. Enfin, nous voici. Bonjour, bonsoir, bon après-midi. Je vais donc vous inviter à aller dans l'invisible. Et le titre de ma présentation est donc une expérience mondiale vers l'usage durable des eaux souterraines. Donc, certains d'entre nous ne sommes pas d'accord par rapport à l'usage des eaux souterraines aujourd'hui, qui est en fait très, très élevé aujourd'hui, n'a jamais été aussi forte. Et parfois, il y a une grande partie de cette attention qui est un peu négative par rapport aux efforts de sensibilisation, par rapport à la nécessité de mieux gérer et de s'attaquer à la détérioration de nos ressources en eau. Donc, il ne fait aucun doute qu'il y a un taux non durable d'utilisation de ces ressources à l'échelle mondiale aujourd'hui. Et j'aimerais mettre l'accent sur les développements positifs que nous avons fait ces dernières années, constatés et qui sont en cours. Ici, je présente donc des études de cas dans des pays qui ont pris des mesures actives pour lutter contre la surexploitation des eaux souterraines. Les études de cas ont été choisies lorsqu'il existe une quantité raisonnable de preuves scientifiques disponibles pour établir l'impact des interventions. Et ici, je vous montre une représentation visuelle simple de ce que l'on espère atteindre à travers des mesures ciblées pour améliorer l'usage des eaux souterraines. Le schéma montre l'état des ressources avant et après l'intervention des pratiques de gestion. Regardez le graphique à droite qui présente les niveaux des eaux souterraines au fil du temps, avec un indicateur clé qui diminue selon l'état actuel dans la période avant l'intervention et après l'intervention où la tendance augmente. Il est peut-être utile de réfléchir à l'aspect interconnecté donc de l'utilisation des eaux souterraines en matière de stockage, par exemple, qui est illustré ici à gauche. Et donc, c'est une caractéristique clé des eaux souterraines qui en fait une ressource importante. Et lorsque ce stockage est menacé par un pompage excessif, pour l'agriculture par exemple, on doit trouver d'autres moyens d'augmenter l'approvisionnement. L'extraction des eaux souterraines nécessite de l'énergie, du temps, du travail.
Et enfin, la complaisante utilisation illustre ici à droite et nous démontre donc des choix par rapport à l'utilisation des eaux souterraines pour la culture, les méthodes d'irrigation et les soutiens de renforcement de capacité. Alors maintenant, nous allons regarder la première étude de cas. Aujourd'hui, nous observons de plus en plus d'épuisement des eaux souterraines dans le monde, et y compris des défis liés à l'eau tels que des inondations. Nous sommes d'abord intéressés à ce problème il y a une dizaine d'années. Et dans le Gange en Inde, par exemple, il y a des agricultures qui ont fait des puits pour le riz, la canne à sucre, et il y a eu un épuisement des eaux souterraines. Donc, avec mon institut et d'autres partenaires, nous avons décidé de réfléchir à comment progresser en matière de réduction d'impact de ces deux défis liés à l'eau grâce à la recherche des aquifères, donc le MAR. Donc, la rediriger les eaux d'inondation pour renflouer le stockage. Alors, avec donc ce projet pilote en Uttar Pradesh en Inde, nous avons des photos d'avant et après le projet qui illustrent la différence grâce à la construction de 10 puits d'infiltration qui ont permis de connecter l'étang à des canaux d'irrigation adjacents qui transportaient les eaux des crues. Nous avons effectué 3 ans d'essais pilotes et nous avons découvert nous pouvions recharger entre 30 et 60 millilitres chaque année, et la quantité d'eau de surface que nous rechargions n'était bien sûr pas pure, mais n'était pas pire que la qualité des eaux souterraines actuelles. Nous avons développé des modèles d'eau de surface, d'eau souterraine, pour prédire les effets du projet pilote. Nous avons reconnu que des milliers de bassins villageois inutilisés pouvaient être potentiellement exploités pour la recharge. Alors maintenant, par rapport à la case du milieu que vous voyez ici, on s'est rendu compte que l'épuisement des eaux souterraines pouvait être renversé grâce à ce modèle. Les processus d'engagement avec la communauté et les différents niveaux de gouvernement, d'intervention de gouvernement, ont bien sûr joué un rôle essentiel dans l'application de solutions que nous proposions. Et le projet a influencé la politique de développement agricole dans le district et à plus grande échelle également. Le prochain exemple est le projet du canal Madhya Ganga. C'est une autre façon de mettre en œuvre le MAR dans les zones de commandement de l'irrigation. Donc ici, les canaux qui n'étaient pas utilisés pendant la mousson ont été équipés de structures de contrôle pour améliorer l'infiltration à la base des canaux. Et il y a quelques éléments intéressants que l'on peut partager par rapport à cette étude. D'abord, elle s'étend sur une superficie d'environ 2000 km et concerne plusieurs districts. Ensuite, elle a été menée pendant une longue période, presque ou plus de 10 ans. Donc, les impacts ont pu être observés de façon détaillée. Le graphique que vous voyez ici à l'écran démontre la remise en service du canal, la baisse du niveau des eaux souterraines qui a été inversée et la hausse de plus de 6 mètres observée dans la région. Il y a eu des avantages en matière d'eau, d'énergie, de production et de moyens de subsistance dans l'ensemble du système, tel que ça a été précisé dans le texte que vous voyez à l'écran. Les agriculteurs ont pu augmenter leurs revenus de 26%. Dans une étude récente, nous avons évalué les opportunités mondiales pour cette approche MAR. Et les résultats ont été très prometteurs. Les conditions propices à la MAR sont présentes sur tout le continent, dans des zones qui abritent environ la moitié de la population mondiale et 40% de la superficie cultivée, donc les zones potentiellement exploitables pour l'agriculture. Ces zones comprennent également près de 200 villes
avec une population de 0,5 million d'habitants. Et notez que la zone sur laquelle nous nous sommes concentrés pour notre projet pilote se trouve au cœur de la région à fort potentiel, le bassin du Gange en Asie du Sud. L'utilisation des eaux dans les hautes terres centrales est le prochain projet. Donc, les Central Highlands sont la première région productrice de café au Vietnam. Et à cause du haut niveau d'irrigation, l'irrigation intensive, l'insécurité de l'eau a eu des répercussions sur la production de café et sur les moyens de subsistance des petits exploitants. Les zones où la pénurie d'eau est la plus importante ont été identifiées, comme le montrent les zones en bleu sur la carte que vous voyez ici. Et les eaux souterraines sont donc une source majeure d'eau pour l'irrigation du café dans cette région. Les recherches de l'IWMI, donc l'Institut, ont montré que les taux d'irrigation étaient nettement supérieurs à la demande optimale en eau. Les recherches démontrent que les agriculteurs étaient formés par rapport à l'utilisation de l'eau. Et cela démontre que ceux qui ont reçu une formation ont économisé 30% d'eau, comme vous pouvez le voir sur le graphique ici. Et pour ces agriculteurs, l'économie se traduit par environ 9 millions de café par an. Et donc, pour gagner du temps, les agriculteurs ont tendance à passer des tuyaux d'arrosage ou un arrosoir, ce qui consomme beaucoup d'eau, bien sûr. Pour continuer dans cette région, nous avons donc exploré les potentialités de recharge dans cette région. C'est un travail qui est en continu depuis 2017 et qui s'appuie sur le travail que je viens de présenter précédemment pour évaluer donc la potentialité du MAR dans la région. Nous avons donc évalué ce projet pilote de plusieurs points de vue, social, technique, économique, et la performance a été observée et elle était donc variable et les perceptions des agriculteurs correspondaient largement aux performances du système. Et donc en accord avec un système MAR et son fonctionnement standard. Nous avons donc adressé des demandes d'approbation au gouvernement vietnamien pour obtenir son aval. Et ensuite, nous avons pu continuer avec ce concept. Ici, nous avons le village de Phusan. Donc, nous avons 2 études de cas que je vais vous montrer ici. Ici, nous nous concentrons sur un petit village de 2000 habitants à peu près au Laos, situé sur les pentes douces en bordure de la plaine de Vientiane. Et vous voyez ici la section transversale en haut de la diapositive. Toute l'eau du village provient entièrement d'aquifères gréseux qui sont peu profonds. Il n'y a aucune aide extérieure, mais les villageois ont développé de manière indépendante une stratégie très solide pour faire face à la pénurie d'eau. Ils ont mis en place des règles pour l'accès à l'eau, le partage en fonction des besoins essentiels de chacun, la limitation de l'utilisation pour la culture et la résolution des conflits internes liés à la disponibilité de l'eau, la forte cohésion culturelle et communautaire dans le village, un village multiethnique, a fait en sorte que ces dispositions locales soient respectées. Le prochain exemple provient de l'Inde et concerne le projet AP Ferme. Donc, c'est une ferme c'est un projet qui est géré par un schéma pour la gestion des eaux souterraines. C'est le projet le plus long une que gestion j'ai vu. Ça a été participative qui est très fait important. Il a dans été mené en l'État de d'Andhra Pradesh Pradesh, et dirigé géré par les par ONG des locales, avec ONG le soutien locales, financier avec du le gouvernement soutien néerlandais, puis de la des FAO, pendant une décennie des Hollandais. environ. Et ce projet Et a couvert ce plus projet a été de opéré dans 600 700 villages dans 7 environ, dans 7 districts. districts. La La raison d'être du motivation, projet était c'était que que la le chute niveau qui des baissait niveaux d'eau de l'eau avait avait des un impact impacts socio-économique socio-économiques importants, notamment par rapport aux et, échecs de et la forage migration et vers de les puits villes, tubulaires etc. Le qui représentaient projet en fait des pièges à dette. AP Le Farms projet a été conçu pour avait pour accroître les connaissances but des d'avoir agriculteurs sur les eaux de souterraines et leur donner savoir accès à sur des connaissances scientifiques qui pourraient les eaux combler
souterraines l'écart et d'information entre les réduire experts ainsi techniques les et les écarts communautés entre les locales. communautés. Et Certaines mesures il y appliquées au avait la cours de ce projet diversification comprenaient la des produits, diversification des cultures, l'augmentation des l'amélioration des pratiques pratiques en d'irrigation eau, et l'utilisation de pompes la mise en place de et pompes et les qui interdictions permettaient la volontaires de gestion forage et des les eaux de MAR. Le l'aquifère. renforcement des Le institutions locales a comité de également gestion joué ont un grand été rôle avec des mis en comités de place avec la gestion pour les eaux représentation des souterraines qui ont femmes dans été chaque formés. communauté. Et les Et données les qui ont données de été surveillance collectées recueillies par le suggèrent projet que suggèrent qu'entre de la période de 2006 et 2006 à 2014, 2014, le stress sur les ressources hydriques en eau la, souterraine a la été déplétion largement des eaux réduit, souterraines a été réduite, comme on peut le ce que voir vous dans le voyez en graphique haut à à droite droite de de cette cette diapositive. diapositive. La réussite qui a été observée de ce projet et d'autres études de cas en Inde ont eu un impact sur les politiques gouvernementales. En 2019, le gouvernement indien, avec le soutien de la Banque mondiale, a commencé ce programme Atal Bhujal Johanna pour porter à l'échelle dans l'ouest de l'Inde, ce qui a montré, bien sûr, et cela a entraîné un investissement à hauteur de 1 milliard de dollars et beaucoup d'effets positifs sur les agriculteurs de la région. Maintenant, l'environnement urbain, on parle ici de la cité, méga-cité de Bangkok, et avec le niveau de l'eau élevé et les inondations pendant le mois de monsoon, on a observé le problème en 2008 et 2009, ce qui a poussé à une attention plus accrue. Les zones aquifères sous la ville ont atteint des niveaux très profonds sous la terre. Dans les années 80 et 90, il s'agissait de fermer les puits d'eau et cela a entraîné une utilisation industrielle et domestique. Ainsi donc, l'effet escompté n'a pas été atteint. Et en réponse, la loi sur les eaux souterraines a été adoptée et de nouvelles lois ont été adoptées par le gouvernement pour prendre des mesures, y compris définir des zones où on ne pouvait pas construire des puits et aussi des licences et des autorisations selon les mesures. En fait, on a maintenant besoin de licences pour tous et le coût était très élevé pour le mètre cube d'eau et les autorités des eaux souterraines ont donné certaines réductions majeures de l'utilisation nécessaire et des restrictions de droits de 10 à 30%. Les ressources, on estime qu'il y aura et à la suite de ces mesures régulatoires, les subventions ont été arrêtées jusqu'à 7 sédiments par an, comme vous pouvez le voir à droite de la diapositive. Le cas 5, c'est la ville de Perth, qui est la deuxième ville la plus grande de l'Australie. Et on le montre sur la carte à droite. Le changement climatique est bien documenté et réduit la pluviosité dans cette ville de 10 à 30%. La réduction des eaux a été observée dans le diagramme qui est à droite. Alors, donc, on comptait beaucoup sur et la qualité de l'eau souterraine a considérablement été réduite.
Le plan d'allocation des eaux souterraines du Niagara a été mis en œuvre et le plan prévoit un modélage très précis pour voir le cas. Et les taxes qui passent de 30 à 30% ont été estimées pour différents utilisateurs des eaux souterraines. Le département de l'eau et de l'environnement utilise des mesures régulatoires pour protéger les eaux souterraines, y compris des licences de 10 ans et sous réserve de certaines conditions renouvelées. Et il y a des limitations qui sont sur les arrosages et l'utilisation de ces eaux souterraines pour arroser les jardins, par exemple, pendant l'hiver. Et ce graphique montre que ces mesures qui ont été prises ont un effet puisque le niveau des eaux souterraines s'est stabilisé au cours des dernières années. Et enfin, l'Inde et l'Asie du Sud, de manière générale, utilisent la technologie solaire pour le pompage. Il y a des raisons pour cela, pour que l'Inde d'abord réponde aux accords de Paris sur la réduction d'énergie renouvelable et aussi pour réduire les pertes qui résultent de la subvention de l'électricité à l'agriculture et aussi réduire le coût des intrants pour les agriculteurs. Aujourd'hui, plus de 200 000 pompes solaires ont été installées avec l'aide du gouvernement. Et on craint cependant que permettre aux agriculteurs à des électricités de ce genre ou peut avoir un effet qui n'est pas toujours soutenu quand il n'y a pas du soleil. Et on essaie de résoudre ces obstacles pour avoir une expansion de l'irrigation par les panneaux solaires. Et au bout de cette diapositive, on voit le résultat dans l'état du Gujarat et ça montre le niveau d'eau utilisé pour les agriculteurs qui utilisent le système solaire et qui n'utilisent pas l'énergie solaire. Cette différence n'est pas très grande et on verra cela dans les années à venir. Enfin, quelques points de conclusion de cette présentation. Tout d'abord, je crois qu'il y a une gamme de solutions qui ont fait leur preuve pour relever les défis des eaux souterraines dans les milieux ruraux et urbains, et cela a été démontré dans plusieurs régions de l'Asie du Sud-Est et qui peut être applicable dans d'autres régions. Ensuite, les solutions ont requis des approches adaptées qui s'appuient sur de bonnes preuves, des données, des capacités techniques et institutionnelles, une prise de conscience de la communauté à une volonté politique pour réussir. Troisième point, c'est que la restauration des équilibres des eaux souterraines peut être abordée par une gestion basée sur la demande ou l'offre ou des approches combinées qui sont probablement les meilleures. L'application, enfin, d'une approche et qui fait le lien entre les politiques de l'eau avec les politiques agricoles et énergétiques contribue à faciliter les résultats positifs. Je voudrais remercier la DDC et d'autres organisateurs pour nous avoir invités, pour avoir invité IWMI à cet important séminaire et nous serons heureux, bien sûr, de répondre aux éventuelles questions. Yeah, thanks, Paul, for this so rich introduction, bring us to examples of 6 cases in different Asian countries. I think now the floor is open. Merci pour cette introduction et de nous avoir démontré donc 6 études de cas dans différents pays. Donc maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser ou vous pouvez les mettre dans le Q&A, la petite section questions-réponses. Alors, nous allons attendre les questions. Je peux peut-être poser une question moi-même. Vous avez parlé de mesures
très utile pour donc réduire les pénuries et la surexploitation de l'eau. Et donc, vous avez également donné des preuves scientifiques de les avantages de ceci. Est-ce que vous avez des exemples de cas où vous pouvez nous démontrer donc des principes ou des utilisations de rivières, de canaux ou autres? Car nous avons des mesures similaires ici en Chine. Oui, merci, Liane. C'est une excellente question. Nous n'avons pas eu l'occasion d'aller dans tous les détails des publications, mais si vous êtes intéressé, ce que nous avons commencé à faire, c'est une cartographie. Je vous ai montré une cartographie générale de l'accessibilité, mais ça, c'est vraiment une vue d'ensemble. Et quand on est sur le terrain, bien sûr, c'est très différent. Donc, nous avons fait une cartographie très détaillée des niveaux de bassin versant. Et ensuite, nous avons fait des sondages sur le terrain à grande échelle pour identifier les villages potentiels. Mais nous n'avons pas dépendu de données biophysiques uniquement. Nous avons également échangé avec les communautés pour nous assurer d'avoir les bonnes informations, l'utilisation de la technologie et une forte demande de la part des agriculteurs et une volonté de participation. Parce que, bien sûr, tout ceci ne peut pas être effectué sans l'intérêt et le soutien et l'implication des communautés. Très bien, Paul. Et si vous alliez dans le chat, vous allez voir qu'il va y avoir des questions. Comment est-ce que l'on peut empêcher la pollution pendant l'utilisation des MAR? Comment est-ce que l'on peut prévenir ou éviter la pollution? Eh bien, ce que nous faisons dans le contexte des pays en voie de développement, ce sont des approches très simples, donc des approches qui n'utilisent pas de technologie de haut niveau, puisque toute technologie trop avancée ne sera pas durable. Nous utilisons donc des techniques passives pour traiter l'eau, la sédimentation dans les lagunes et les étangs, des filtres autour des puits, mais bien sûr, cela enlève simplement les particules et une pollution limitée. Donc, bien sûr, il faut s'assurer que les sites que nous sélectionnons ne sont pas pollués dès le départ. Et ça, c'était un critère très important lorsque nous avons choisi les étangs, les lieux et les lieux d'intervention. Donc, bien sûr, ici, on parle d'agriculture intensive. Il y a de la pollution due aux produits chimiques des agriculteurs, mais nous les avons surveillés de près, leur usage également, pour nous assurer que la qualité de l'eau qui infiltrait le système n'était pas pire que l'état de l'eau ambiant utilisé au quotidien. Et donc, nous avions des aquifères qui étaient potentiellement déjà contaminés par des pratiques qui utilisaient les eaux de surface. Pao, est-ce que vous pouvez lire la question, s'il vous plaît, dans la fenêtre, parce qu'on a une question sur l'approche participative. Quel est le rôle actif donc des participants dans ces approches? Oui, c'est une bonne question. Je crois que ce que j'ai essayé de faire à travers l'expérience du Laos et de l'Inde, qui sont très, très différentes par rapport à leur échelle et leur déroulement pour la résolution de problèmes. Dans la dernière situation, il s'agissait de mobilisation de moyens externes. Et donc, ce sont des aquifères qui ont des espaces de storage et des capacités de stockage qui sont très limitées. Nous avons dû donc mettre en place des règles et s'assurer de leur implémentation. En Inde, la communauté était dirigée par les ONG. Donc, on leur a donné beaucoup d'informations
concernant ce qu'est l'eau souterraine, comment on s'en sert, à quoi elle sert et comment gérer ces informations qui leur étaient fournies. Donc, il s'agissait de développer des budgets pour les eaux que les agriculteurs allaient utiliser lors de la prochaine saison. Les informations ont été donc traduites dans une langue qui était celle des communautés. Donc, on ne parlait pas de mètres cubiques d'eau, mais en fait, en termes de nombre de seaux ou de nombre des mesures qui étaient intelligibles pour les communautés. Cela a été très utile. Donc, l'importance de s'adapter à la langue de la communauté. Très bien, merci. Merci, Paul, pour cette explication. Il y a également une question concernant la qualité des eaux souterraines. Et nous n'avons pas beaucoup de temps pour répondre à cette question. Nous devons respecter notre calendrier, notre ordre du jour, et je crois qu'il est difficile de répondre à cette question également. Nous allons tenter de répondre à certaines questions après le webinaire, puisque nous n'aurons peut-être pas le temps de répondre à toutes les questions durant cette session de 2h30. Donc maintenant, je vais donner la parole à professeur Chen. OK, professeur Chen, à vous le tour. Merci de votre excellente intervention, Paul. Et maintenant, nous donnons la parole à Madame Yulili, elle va nous parler de la gestion durable de l'eau souterraine dans la plaine de Huabei, à le nord de la Chine. Je vais partager avec vous mon écran. Madame Uli est de GIWP. OK, on voit votre écran. Bonjour, je voudrais partager avec vous l'eau souterraine et la surexploitation et la gestion de l'eau souterraine sur la plaine de Huabei. Ça fait partie de notre sujet de coopération avec SPC, c'est-à-dire avec la DCC. La DCC nous a beaucoup soutenu dans notre enquête sur la surexploitation de l'aquifère sur la plaine de Huabei et la DCC nous a donné un soutien technique immense. Huabei, quand on parle de Huabei, ça comprend 6 provinces et municipalités, Beijing, Tianjin, Hebei, Shandong, Shanxi, Henan. Alors, ça ne représente que 4% des ressources hydriques du pays, mais 25% de la population à nourrir. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, nous assistons à une surexploitation de l'eau souterraine. Et beaucoup de aquifères à la grande profondeur sont aussi touchés. Donc, vous voyez ici le graphique qui vous montre que la surexploitation touche non seulement l'aquifère à faible, mais aussi à forte profondeur. Et d'où le problème de l'affaissement. Je dois dire que Huabei est la région la plus touchée par l'affaissement. Alors, et puis en janvier 2019, le Conseil des affaires d'État, le ministère de Finances et des Ressources d'eau et la NDRC ont publié conjointement un plan d'action pour la lutte contre la surexploitation, c'est-à-dire fin 2022, c'était l'objectif, c'est de baisser la surexploitation ou l'exploitation de l'aquifère à 2,5 milliards de mètres cubes. Nous avons eu quelques évolutions de là. Et donc, vous voyez, voilà nos objectifs. D'abord, l'économie en eau et puis la réduction de
la surexploitation, l'alternative à l'eau existante, parce que 75% de l'aquifère sont utilisés pour arroser, pour irriguer le blé, surtout le blé en hiver, qui est très demandeur d'eau. Et donc, nous avons eu à changer le régime de culture. Et puis, il y a aussi le transport de l'eau du sud vers le nord. Et donc, du coup, nous avons davantage de l'eau disponible pour l'irrigation. Nous avons donc cette eau de surface alternative à l'aquifère. Alors, Monsieur Paul a dit tout à l'heure, comme vous l'avez dit, nous avons aussi de l'eau de réservoir ou bien des eaux recyclées à injecter dans la rivière pour la réalimentation ou la surcharge de l'aquifère, comme l'a présenté tout à l'heure Paul pour le cas d'autres régions. Alors, l'effet est plutôt avéré. En Pékin et Tianjin, en 2022, par exemple, 2021, par exemple, nous avons eu une baisse de 9 milliards de mètres cubes d'eau économisée de l'aquifère. Donc, de 66% à 35% de l'irrigation par l'eau souterraine. Donc, nous avons une légère remontée de l'aquifère, une légère amélioration. Autrefois, nous avons eu déjà l'assèchement de rivières, mais après aménagement, vous voyez donc cet effet avéré. Alors, malgré cet effet avéré de nos aménagements durant récentes années, la surexploitation est déjà une question de longue date. Et donc, c'est une conséquence issue des activités humaines de longue date. Et donc, la gestion durable de l'aquifère reste problématique. Malgré la baisse de la surexploitation, il y a toujours le problème de surpompage dans certaines régions. Et puis, les infrastructures sont en retard. Il n'y a pas encore de l'eau disponible, alternative, stable et pérenne. Mais en même temps, on doit quand même garantir l'alimentation et l'approvisionnement en eau pour des activités humaines, pour la vie, et d'où la nécessité de la surexploitation dans certaines régions, surtout au niveau de la nappe captive à la profondeur. Là, c'était la première raison. La deuxième raison, le déficit hydrique dans l'aquifère est à réalimenter, à restaurer durant longtemps. Donc, c'est un travail de longue date. Troisième défi, dans l'ensemble, dans le Huabei, il y a quand même une exploitation intensive des ressources de l'eau. Dans le Beijing-Tianjin et le Hebei, la balance de l'aquifère est atteinte, mais quand même, le stress reste présent. Quand, par exemple, on exploite jusqu'à 90 ou même 95% de l'eau souterraine exploitable. Et puis, nos enquêtes montrent que les ressources hydriques souterraines et à la surface sont très touchées par le changement climatique parce qu'on assiste à une baisse de nos ressources hydriques dans l'ensemble. Alors, un autre défi, comment remédier aux problèmes d'ores et déjà causés par la surexploitation de l'aquifère? Donc, il faut du temps pour remédier à tout ça. Alors, face à ces défis, nos plans d'action pour l'étape suivante, les mesures sont les suivantes. D'abord, l'économie en eau, l'économie de l'eau d'abord.
malgré de l'eau transportée du sud, le stress hydrique dans le RAP est toujours présent, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Donc, il faut une agriculture économe en eau. C'est ça notre priorité. Et tout à l'heure, Monsieur Pavelic l'a aussi évoqué, l'économie de l'eau dans l'agriculture est primordiale. Et puis, il faut aussi améliorer les réseaux hydriques. Donc, on inclut ces zones rurales pour qu'elles puissent être couvertes par le réseau d'alimentation en eau urbaine pour répondre aux besoins d'irrigation et d'utilisation quotidienne des paysans. La troisième mesure, c'est continuer le rétablissement, la réhabilitation de l'eau souterraine. Donc, pour la prochaine étape, il va falloir porter plus l'attention à la réhabilitation, à la recherche des zones devant les montagnes. Là où la nappe aquifère, là où la recherche pourrait s'avérer plus efficace. Quatrièmement, face à des domaines, des zones prioritaires pour les zones de littoral, l'intrusion de l'eau de mer, il faut des mesures de préventives qui s'avèrent très compliquées, qui devraient faire l'objet de beaucoup de missions d'études, de l'observation, pour pouvoir finalement apporter une solution adaptée. Cinquièmement, il faut appliquer bel et bien la régulation nationale des eaux souterraines. Cette régulation a été promulguée est entrée en vigueur en décembre 2021. Il s'agit de la première régulation nationale formellement consacrée à la protection des eaux souterraines. Avant, il existait déjà des lois sur la gestion des ressources d'eau, sur les ressources minières, où on pouvait trouver des articles consacrés à la protection des eaux souterraines, mais ce n'était pas exhaustif, si vous voulez, c'était que des principes. Mais maintenant, avec cette régulation des gestions des eaux souterraines, c'est vraiment pour l'ensemble des aspects sur la gestion, sur l'observation, l'évaluation, gestion, prévention de pollution, etc., etc. Donc, il y a des articles consacrés à tous ces sujets. Donc, pour l'instant, il y a beaucoup de travaux techniques qui sont en train d'être faits pour soutenir l'application de cette régulation. Dans la plaine du nord de Chine, là où on applique cette régulation, là, c'est vraiment une zone prioritaire. Il nous faut établir un mécanisme, comme j'ai mentionné plus haut, il faut des mesures d'économie d'eau et du point de vue de gestion, il va falloir, par exemple, avec la répartition, l'allocution d'accès à l'eau, la réforme de tarification d'eau, etc., établir des mécanismes d'économie d'eau pour encourager l'ensemble de la société à réaliser cette économie. Ensuite, il y a des indicateurs de contrôle de volume total, par exemple. En Chine, généralement, on parle de double contrôle, de double critère pour les eaux souterraines. Ces travaux ont été en 2012. On a déjà mentionné, évoqué cette notion de double contrôle ou de double mesure, double norme. Et l'année dernière, ces travaux ont été formellement lancés sur l'ensemble du territoire chinois, c'est-à-dire dans chacune province chinoise, il va falloir mettre en place jusqu'au niveau des cantons, il faut mettre en place des critères, des standards de contrôle des eaux souterraines dans l'ensemble de la province en allant jusqu'au niveau des cantons. Donc, pour que la consommation d'eau ou l'exploitation ne devrait pas dépasser ce seuil d'ici 2025. Donc là, il y a ces principes. Là où il y a la surexploitation, si les mesures le permettent, d'ici 2025, il va falloir réduire l'ensemble de cette surexploitation. Donc, le niveau d'ici 2025 ne devrait pas être pire qu'aujourd'hui. Tandis que dans certaines régions, d'ici 2025, ces travaux n'auraient pas encore être terminés. Mais de toute façon, il va falloir d'ici là aller sur la bonne piste d'ici 2025. Il faut quand même qu'il y ait une réduction dans une certaine mesure pour atteindre l'objectif. Alors, sur la base de ces contrôles stricts,
il est possible d'augmenter le volume d'exploitation, mais vis-à-vis du volume de nouvelles exploitations, là, il va falloir évaluer la possible baisse des eaux souterraines. Là, il faut également des indicateurs. Troisièmement, le contrôle, les mesures de contrôle visent à augmenter la surveillance et l'évaluation. Déjà en 2017, la Chine a terminé la première étape, la première phase du projet national d'observation des eaux souterraines. Disons que cette première étape a déjà jeté de bonnes bases techniques pour les travaux futurs. Ensuite, dans les zones où il y a un développement sur une exploitation plus élevée, là où il y a un écosystème plus fragile, ou bien dans les régions de littoral, il va falloir augmenter le nombre de points d'observation. Il faut également entreprendre le mesurement ou la mesure des eaux souterraines. Il faut des critères de mesure, etc. Là-dessus, c'est vrai que c'est compliqué, c'est délicat comme travail parce que déjà pour chaque canton, le nombre de puits des eaux souterraines, c'est là déjà à quelques milliers. Si on veut mesurer l'ensemble de ces puits d'utilisation des eaux souterraines sur l'ensemble du territoire, ça va être un défi énorme. Pour la prochaine étape, qu'est-ce qu'on fait? Donc, je pense que pour les puits de plus grande ampleur, c'est par là qu'on va commencer. Puis, on va généraliser ces mesures progressivement. Maintenant, avec, par exemple, notre projet de coopération sino-suisse, nous avons visé cette partie du problème. Dans une certaine mesure, on pourrait trouver des données pour appuyer nos recherches sur la mesure. Mais en même temps, il faut penser toujours au côté de croissance économique. Par exemple, là, si on convertit l'utilisation d'électricité vers eau, dans l'avenir, qu'est-ce qu'on devrait faire? Ça aussi, ça mérite beaucoup de réflexion. Quatrièmement, la délimitation des zones et les licences pour l'exploitation des eaux. À part les prélèvements très urgents, dans l'ensemble, il faut arrêter cette explication, ces prélèvements d'eau souterraine. Il ne faut pas qu'il y ait de nouveaux prélèvements d'eau souterraine. Cinquièmement, regardons un peu, il faut une évaluation mobile, dynamique du niveau des eaux souterraines. Normalement, ça se fait une fois tous les ans. Maintenant, avec l'avancement des travaux du gouvernement chinois dans certaines régions, on estime qu'une fois tous les 10 ans, pour une évaluation complète, c'est loin d'être suffisant pour répondre aux besoins d'administration. Donc, chaque année, il y a ce genre d'évaluation dynamique pour les zones de surexploitation, pour mesurer la performance, pour mesurer le niveau de réhabilitation. Pour là où il n'y a pas de surexploitation, mais il y a un niveau d'exploitation quand même élevé, là, on fait très attention à l'évaluation pour éviter d'éventuelles surexploitations. Rapidement, un résumé. Premièrement, le problème de surexploitation dans la plaine du nord de Chine est historique. De façon majeure, ça provient des activités humaines. C'est-à-dire, ça provient de cette contradiction entre la forte demande pour la croissance économique sociale et l'approvisionnement. Deuxièmement, les raisons derrière la surexploitation sont très compliquées et très nombreuses. La surexploitation concerne des recherches multidisciplinaires, non seulement la gestion, mais aussi interministérielles. Troisièmement, avec le projet de diversion de cours d'eau sud-nord, ça crée des avantages très importants pour la réhabilitation des eaux souterraines dans le nord de la Chine. Mais le problème de surexploitation persiste toujours et provoque des problèmes géologiques. La restauration ou de ces problèmes sont très compliqués et prendraient beaucoup de temps.
Et des fois, c'est déjà irréversible. Donc, que ce soit des conditions, des ressources d'eau, ou bien quand on regarde un peu les leçons du passé, il faut toujours replacer l'eau en première place. Quatrièmement, avec l'irrigation agricole, qui est le plus gros consommateur de l'eau souterraine. Maintenant, la mode de culture agricole, peut-être en Europe ou en Amérique, c'est différent par rapport à ici. Ici, en Chine, dans la plaine du Nord, c'est que chaque foyer gère son propre terrain, sa propre parcelle. La surface d'exploitation de chaque foyer reste très limitée et du coup, la gestion de surexploitation des eaux souterraines, c'est-à-dire il va falloir s'adresser directement aux paysans. D'un côté, il faut les exhorter, les encourager à réaliser une économie d'eau souterraine. Mais de l'autre côté, il va falloir également nous appuyer sur des mesures de protection pour garantir leurs intérêts économiques. Et vis-à-vis de cette exploitation du nord de la Chine, il y a quand même des obstacles techniques qui nécessitent davantage de réflexion et de recherche. Premièrement, actuellement, avec le double contrôle, les mesures, les standards de double contrôle, maintenant, ces normes ou ces standards sont réalisés sur une évaluation. Mais finalement, quel est le niveau le plus rationnel, le plus pertinent qu'il faut atteindre? Le niveau qui fait l'objet de notre objectif, ça pourrait se baser sur nos évaluations. Mais finalement, quel est le niveau pertinent en fait? Des fois, ça concerne beaucoup de problèmes comme par exemple la sécurité. Il y a des régions là où l'écart reste très important. Donc, si on ne cesse de gérer cette surexploitation, mais jusqu'où on veut aller, quel serait ce niveau pertinent ou idéal en fait? Deuxièmement, pour les les eaux captives, comment faire pour les restaurer? Comme on a dit, dans le nord de la Chine, c'est à peu près 180 milliards. Et puis, pour le MAR, pour les eaux à faible profondeur, ça marche bien. Tandis que pour les eaux captives à grande profondeur, est-ce qu'il y a d'autres techniques ou d'autres outils, instruments qui pourraient nous être utiles? Et puis, concernant dans cette région, le mécanisme de convertissement d'eau de surface et d'eau souterraine, les choses ont beaucoup changé. Si on compte toujours sur ce mécanisme de convertissement tendant, ça ne marche plus aujourd'hui. Donc voilà, c'est la fin de ma présentation. Merci beaucoup merci beaucoup à Monsieur Chen de m'avoir donné cette occasion. Notre coopération a vraiment permis d'apporter une contribution intéressante, un appui technique aux problèmes dans le nord de la Chine. Merci, Madame Yu, pour votre présentation. Est-ce qu'il y a des questions? On va prendre des questions. Parce que tout à l'heure, Madame Yu a parlé du gouvernement chinois qui a entrepris des mesures pour s'attaquer à ce problème. Est-ce qu'il y a des questions de la part de l'audience? Je vais peut-être poser la première question. Il nous reste encore quelques minutes. Pour la prochaine étape, pour que le volume et le niveau d'eau puissent être restaurés, vous avez parlé surtout des zones de surexploitation d'ici 2025. Est-ce que le niveau pourrait être atteint? Je pense que quand on essaie d'établir ces mesures, par exemple, si dans l'avenir on rencontre quelques années consécutives de sécheresse, l'appui pour l'économie, là, il va falloir absolument surexploiter. Comment est-ce que vous en pensez? En cas de sécheresse consécutive. C'est vrai, la surexploitation, la gestion de la surexploitation, là où il y a plusieurs niveaux de considération. Premièrement, il faut réduire ce volume de surexploitation. Il faut augmenter, recharger le stock. Il faut renforcer son niveau d'autorégulation. L'eau de surface et les eaux souterraines, la plus grande différence entre ces deux, c'est que cette capacité de rajustement des années consécutives, c'est justement, ça vise les périodes de grande sécheresse. Quand on essaie de gérer ces eaux souterraines, quand on essaie d'établir ces normes, on a pris en considération cette question-là.
ça vise au moins 3 scénarios. Premièrement, basé sur les statistiques de 2020, et bien là, on se projette vers 2005. On se dit, par exemple, si pendant quelques années de grande sécheresse, il va falloir atteindre tel ou tel objectif, si pendant quelques années consécutives de fortes précipitations, quels seraient nos objectifs? Donc, en fait, c'est flexible, si vous voulez. Oui, il y a donc ce rajustement flexible. OK. Et là, je vois une question qui dit que bonjour. Concernant ces différentes mesures pour rétablir l'équilibre de l'eau, finalement, ces différentes mesures, quels sont leurs pourcentages de contribution pour rétablir? Et puis, concernant les cas internationaux, quelles sont les difficultés pour transplanter ces modèles étrangers en Chine? Concernant ces différentes mesures qui visent la surexploitation, chaque mesure a son propre pourcentage de contribution. Alors, ces différentes mesures qui ont été entreprises, l'économie, etc., de façon majoritaire, la moitié provient du transfert des eaux extérieures. Et puis, l'économie, ça contribue jusqu'à 30 et 40%. Rajustement de structures d'agriculture. Le transfert des eaux, c'est le plus efficace. L'économie, ça pourrait être très intéressant aussi. Le rajustement de culture agricole, ça aussi pour réduire la surexploitation, c'est assez utile. Mais au niveau d'application, c'est très difficile, c'est très compliqué pour vraiment procéder à cette restructuration de la culture. C'est difficile à entreprendre. Dans l'ensemble, ça ne contribue pas de façon très importante. Concernant ces cas internationaux qui pourraient être transplantés en Chine, comme par exemple MAR, comment les généraliser en Chine? Quels sont les obstacles et les défis? Je pense que tout comme on en a parlé tout à l'heure, MAR, le plus important, c'est de protéger les ressources. Alors, pour la plaine du nord de la Chine, nous avons suffisamment d'espace pour stocker d'eau. Maintenant, cette réhabilitation, on s'inspire en fait. On a réalisé beaucoup d'études préalables, on s'est inspiré de nos collègues étrangers, des projets étrangers de façon générale. Les défis auxquels nous sommes confrontés, c'est comme par exemple la qualité d'eau, la gestion de la qualité d'eau et dans certaines régions pour cette recharge. Quels sont les objectifs? Parce que c'est pas parce que dans toutes les régions qu'on va toujours garder un niveau très élevé d'eau. C'est pas parce que le niveau d'eau est plus haut que c'est forcément mieux. Ça dépend vraiment des régions. Donc maintenant, les recherches devraient être faites parallèlement avec la gestion des lits de fleuves, l'écosystème. Finalement, quel est le niveau idéal du niveau d'eau qui devrait être atteint? Donc là, il y a tout un panel de défis qui sont là, qui méritent davantage de recherche. Quel est le niveau idéal pour gérer? Madame Yu, bonjour. Bonjour. Je reviens toujours sur cette question que vous avez mentionnée tout à l'heure. Premièrement, tout à l'heure, j'ai vu que on a évoqué ce niveau pertinent des eaux souterraines. Je vois qu'il y a quelqu'un d'autre qui a posé cette question. Je vois que maintenant, à Hebei, dans certains cantons, il y a cette faiblesse endogène, c'est que l'eau de faible profondeur reste dangereuse, donc il n'y a pas de transfert d'autres fleuves ou du fleuve jaune, alors que les besoins de production agricole persistent bel et bien. Donc, comment faire
pour garantir la sécurité alimentaire dans ces cantons-là. Et là-dessus, est-ce que le ministère a pensé à établir des mesures spécifiques face à ces cantons de situation plutôt particulière? OK. Maintenant, dans le Hebei, et plus précisément dans le Hebei, c'est vrai que la surexploitation touche surtout la nappe phréatique en profondeur pour irriguer les cultures. On considère déjà l'acheminement de l'eau de surface dans la province de Hebei. Merci. Nous espérons que dans le Hebei, surtout pour des régions non couvertes par l'eau de surface, nous aurons davantage de solutions. Merci. OK, le niveau de nappe. Comment contrôler le niveau de nappe? Oui, c'est vrai que c'est le niveau moyen de la région pour contrôler. Par exemple, d'abord le district. Lorsqu'il y a la zone surexploitée, et il faut considérer et la zone, le niveau moyen de la zone surexploitée et la différence, l'écart entre des points d'observation différents. Donc, on considère ces facteurs-là pour fixer l'objectif du niveau de nappe phréatique. Mais il y a aussi des indicateurs comparatifs pour définir l'objectif de contrôle. Mais en fait, il faut les efforts conjugués des institutions de l'électricité, c'est-à-dire de China Power, Electric Power. Alors, le niveau raisonnable de l'eau souterraine, là, il faut prendre en considération l'éco-environnement, c'est-à-dire l'écosystème et l'environnement. Quand il y a le rabattement du niveau de l'aquifère, on considère d'abord s'il y a trop d'évapotranspiration. La quantité d'évaporation sont liées aux plantes. Donc, par exemple, le niveau de nappe doit atteindre les racines des plantes pour préserver l'écosystème. Dans le nord-ouest, par exemple, les plantes s'appuient presque toutes sur les nappes phréatiques pour rester vivants. Et quelquefois, il y a aussi la fontaine qui joue. Et quelquefois, dans d'autres régions, le niveau de la nappe phréatique est trop élevé, etc., etc. Donc, il y a toute une disparité de situations à prendre en compte. Chaque région a ses particularités. Et donc, voilà la priorité de nos travaux d'investigation aussi. OK, c'est presque tout. Merci.